Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Mais avant de commencer l'épisode, on voulait vous dire un grand merci. Vous êtes déjà près de 3700 à avoir soutenu notre campagne Riposte et ensemble, nous avons franchi la barre des 150 000 €. Mais on va pas se mentir, l'été c'est toujours un peu compliqué pour les médias indés, l'audience ralentit, les soutiens habituels aussi, et pour ne rien arranger, les récents orages ont inondé notre régie. Bref, vous l'avez compris, on continue la riposte et on a besoin de vous pour proposer toujours une information libre, indépendante et populaire. Pour nous soutenir, rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr et surtout n'oubliez pas, les dons sont défiscalisables, 100 € donnés ne vous compteront en fait que 34 après impôt. Et maintenant, place à l'épisode 72 du récap, c'est parti. La pétition contre la loi Duplon a dépassé le 1 million de signatures sur le site de l'Assemblée nationale. C'est du jamais vu. Cette initiative est celle d'une étudiante de 23 ans, Éléonore Pattery, et dans son texte Coup de poing, publié le jeudi 10 juillet, elle accuse les parlementaires de légiférer contre l'intérêt général et dénonce une loi inconstitutionnelle allant à l'encontre de la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire. La jeune femme exige son abrogation immédiate, la révision du processus législatif et une consultation démocratique des acteurs de la santé, de l'agriculture, de l'écologie et du droit. Elle conclut « Aujourd'hui, je suis seule à écrire, mais non seule à le penser ». Quelques jours plus tard, force est de constater qu'elle ne l'était vraiment pas, seule. L'élan populaire est sans précédent, particulièrement ce week-end, où grâce à la mobilisation importante sur les réseaux sociaux, la pétition a vu son nombre de signatures monter en flèche, avec plus de 500 000 signatures récoltées entre samedi et dimanche. Et 500 000, c'est justement un seuil symbolique, puisque c'est le palier qui ouvre la voie à un nouveau débat au cœur de l'hémicycle. Alors ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la Ve République, mais pour autant, cette pétition, comme ce débat, n'auront au final rien de contraignant pour le législateur. Une manière de plus de faire croire aux citoyens en colère qu'on les entend sans jamais vraiment les écouter. Mais pour bien comprendre l'origine de cette contestation, il faut d'abord s'intéresser à la loi elle-même, la loi Duplon-Menonville, de son nom complet. Indispensable pour les uns, mortifère pour les autres, ce texte de loi divise depuis le premier jour. Au sein même du monde agricole, la FNSEA et la coordination rurale y sont très favorables, alors que la Confédération paysanne, le 3e syndicat en France, la dénonce fermement, mais surtout au sein de la société aussi. Plusieurs associations dénoncent notamment les conséquences pour l'environnement, la biodiversité et la santé. Pour la Confédération paysanne, la loi Duplon ne fait pas simplement évoluer la législation agricole, elle cherche avant tout à renforcer un modèle d'agriculture intensive, un système qui, selon eux, privilégie la quantité au détriment de la qualité, de l'environnement et des paysans eux-mêmes. Déjà, je voudrais rappeler un peu l'historique de cette proposition de loi. Il faut quand même rappeler qu'elle existait, qu'elle a déjà été présentée 1 an avant les colères agricoles, sous un autre nom, qui était le nom pour une proposition de loi pour la compétitivité de la ferme France. Donc quand on nous fait croire que cette proposition de loi a été proposée pour répondre aux colères agricoles, ça commence à clairement nous énerver. Donc oui, parce que en fait, cette proposition de loi, on le sait très bien, elle ne répond en rien à notre revendication principale qui est de vivre dignement de notre métier pour l'ensemble des paysans et des paysannes. Elle va profiter qu'à une petite poignée d'agriculteurs, toujours les mêmes, qui sont poussés par les dirigeants de la FNSEA qui, comme à chaque fois, ne défendent que leurs propres intérêts et non que au détriment. C'est un certain modèle d'agriculture qui est défendu par cette loi pour vous ? Bien entendu. Là, on est vraiment sur une proposition de loi qui pousse à l'avènement d'un nouveau modèle agricole dont personne ne veut. Un modèle d'agriculture de firme sans paysans,
tenu par quelques financiers, à la tête d'immenses fermes de plusieurs centaines d'hectares, voire de plusieurs milliers d'hectares, qui s'accaparent tout, le foncier, les aides publiques, la ressource en eau, et tout ça au détriment du nombre de paysans dans les campagnes, au détriment de la santé des paysans et des paysannes eux-mêmes, puisque, je le rappelle, c'est eux et les salariés agricoles qui appliquent ces pesticides-là. Cette loi fourre-tout, elle est portée par 2 parlementaires. Il y a Laurent Duplon, sénateur Les Républicains et ancien président de la FNSEA de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire, ainsi que Franck Menonville, sénateur UDI de la Meuse. Elle est largement soutenue par le gouvernement, la droite et l'extrême droite. Alors, elle a été adoptée à l'Assemblée nationale le 8 juillet et ce texte a connu un parcours expéditif au sein du Parlement, notamment avec une motion de rejet préalable déposée par son rapporteur lui-même, Julien Dive, un LR, pourtant évidemment favorable au texte. Alors en fait, c'est une manœuvre plutôt habile pour court-circuiter tout débat parlementaire sur une proposition de loi qui est en l'occurrence pro-pesticides, pro-élevage industriel et pro-méga-bassines. Assez difficilement défendable donc devant l'opinion publique. Pour se justifier, le député a accusé la gauche d'obstruction, pointant les milliers d'amendements déposés. Mais derrière, évidemment, cet épouvantail, c'est en réalité un énième passage en force qu'on tente maladroitement de dissimuler. Alors, une mesure fait particulièrement polémique dans cette loi, c'est la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, ceux qui tuent les abeilles notamment. Alors, il est interdit en France depuis 2018, mais autorisé en Europe jusqu'en 2033. Et ce sont les producteurs de betteraves et de noisettes qui réclamaient notamment sa réintroduction. Ils affirment n'avoir aucune autre solution pour protéger efficacement leur culture. La FNSEA et la coordination rurale dénoncent une concurrence déloyale des autres producteurs européens et redouteraient des importations de sucre ou de noisettes produits avec ces pesticides interdits en France. Alors, les abeilles n'ont pas de syndicat, dommage pour elles, mais elles peuvent tout de même compter sur les défenseurs de l'environnement, les apiculteurs qui ont d'ailleurs vu leur production de miel s'effondrer après l'introduction de ces substances dans les années 90, ou encore sur la Confédération paysanne. Et les abeilles ne sont pas les seules à devoir s'inquiéter de la réintroduction de ce pesticide. Les humains aussi, notamment les enfants. Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS en chimie et en toxicologie, spécialiste des néonicotinoïdes, est formel. Ce qui est en jeu, c'est le neurodéveloppement des fœtus et des jeunes enfants, des perturbations endocriniennes, des cancers et des maladies rénales chroniques. La liste ne cesse de s'allonger de découverte en découverte, explique le scientifique. Il ajoute que ces pesticides sont persistants dans la nature, c'est-à-dire qu'ils polluent l'environnement pendant 5 à 30 ans. Et pas besoin d'en utiliser des litres et des litres. Même dans le cadre d'une utilisation limitée, ces pesticides font des ravages. Je cite Jean-Marc Bonmatin, « Ces substances sont nocives aux doses où on l'emploie. Ce sont des quantités infinitésimales qui tuent les abeilles et ce sont de très faibles doses qui ont un impact sur notre santé. » Après l'adoption de la loi Duplon, de nombreuses sociétés médicales comme la Ligue contre le cancer, la Société française de pédiatrie, la Société française de neurologie ou la Société française du cancer avaient dénoncé un recul majeur pour la santé. On se souvient d'ailleurs de la prise de parole de l'activiste Fleur Breteau, fondatrice du collectif Cancer Colère, qui avait lancé aux députés « Vous êtes les alliés du cancer et on le fera savoir depuis les balcons des visiteurs de l'hémicycle ». On écoute l'avis du docteur Emmanuel Ricard, directeur de la prévention à la Ligue contre le cancer. Il s'est exprimé au micro de RMC sur la loi Duplon. Il met en garde en premier lieu les agriculteurs et leurs familles quant à l'utilisation de ces pesticides. Les néonicotinoïdes, ça nous inquiète parce qu'on a des études sur l'animal qui montrent des cancers du sein. Donc on a des données. On sait que la problématique des pesticides, c'est que les industriels changent régulièrement de pesticides. Et donc nous, il nous faut du temps pour mettre en évidence, d'abord sur l'animal et ensuite sur des études humaines, avec des délais qui sont de 15-20 ans. Donc on est toujours en retard et c'est la population qui paye. Et je voudrais insister là-dessus, les premiers à payer,
sont les agriculteurs, les travailleurs agricoles et leurs familles. On a aujourd'hui des données qu'on attend en publication de la part de Santé publique France avec Pestirive sur le fait qu'on a plus de cancers, en particulier de cancers des enfants, dans les endroits où il y a une utilisation intensive des pesticides. Autre point sensible de la loi Duplon, le stockage de l'eau pour l'irrigation agricole dans un contexte de plus en plus tendu de raréfaction liée au changement climatique. Les opposants redoutent que ce texte n'ouvre la voie à la prolifération des méga-bassines, comme celle de Sainte-Soline par exemple, et dénoncent un accaparement des ressources hydriques au profit d'une minorité d'agriculteurs pratiquant une agriculture intensive. Elles sont désormais, ces bassines, considérées comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, ce qui signifie tout bêtement qu'elles vont pouvoir être construites dans des secteurs où se trouvent des espèces protégées. Contrairement à ce qu'affirment leurs défenseurs, les méga-bassines ne se remplissent pas toutes seules, simplement avec de l'eau de pluie. Elles nécessitent de lourds pompages dans les nappes phréatiques ou les cours d'eau, même en hiver. Ces prélèvements fragilisent des réserves qui sont déjà sous tension. En captant cette eau, les bassines privent les écosystèmes d'un cycle naturel vital, celui qui alimente les sols, les zones humides et la biodiversité. Sans parler de l'eau elle-même qui stagne dans les bassines et donc s'évapore, c'est jusqu'à 60% des pertes constatées. Et puis elle perd aussi en qualité au point de devenir parfois inutilisable. En France, rappelons que l'agriculture représente à elle seule 58% de la consommation d'eau douce. Alors ces bassines ne règlent rien au problème, au mieux elles le repoussent. Alors ce ne sont pas des solutions, mais bien des béquilles seulement à un modèle agricole à bout de souffle, intensif, climaticide et dépendant de l'élevage industriel. Un modèle qui réclame toujours plus d'eau, d'engrais et de pesticides et que l'État continue de soutenir pendant que des alternatives locales, résilientes et durables peinent à émerger. D'ailleurs, la loi Duplon fait aussi la part belle à l'élevage intensif. L'article 3 prévoit de faciliter la construction de bâtiments d'élevage intensif en relevant les seuils à partir desquels une autorisation environnementale est nécessaire. Concrètement, un poulailler ne serait soumis à autorisation qu'à partir de 85 000 poulets, contre 40 000 aujourd'hui, et une porcherie à partir de 3 000 cochons au lieu de 2 000 aujourd'hui. Autre changement, les réunions publiques obligatoires sont remplacées par de simples permanences en mairie, bien moins visibles et engageantes pour les riverains. La gauche, les ONG environnementales et la Confédération paysanne toujours dénoncent une mesure taillée pour l'élevage industriel qui ne profiterait qu'à une petite minorité d'exploitation, tout en affaiblissant la transparence et le débat public. À gauche, cette loi fait donc bondir. À notre antenne, dans la contre-matinale, Sandrine Rousseau, députée écologiste, n'y a pas été que par 4 chemins. Pour elle, la rentabilité des agriculteurs doit passer après la santé et la biodiversité. On l'écoute. On a une explosion des cancers chez les enfants, on a une explosion des cancers du pancréas et des cancers digestifs d'une manière générale qui sont très probablement liés à ce type de produit. Et on a aussi une explosion des maladies neurodégénératives. Et on se rend compte de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que pour satisfaire Arnaud Rousseau, de l'agro-business, un type qui a une entreprise qui fait des millions de chiffres d'affaires, on met en danger la santé des personnes. Enfin, quand un enfant a un cancer, sa vie complète est perturbée, modifiée, abîmée. Et le cancer, c'est pas rien. Une fois qu'on en a eu, on s'en souvient tout le temps. On est tout le temps avec ça, avec cette épée de Damoclès sur la tête. Et en fait, on est en train de faire ça pour donner de l'argent à Arnaud Rousseau. Mais non. Enfin, moi, ça me révolte, mais à un point, vraiment, je suis extrêmement choquée. Non seulement choquée, mais très, très, très en colère. Et cette colère, il va falloir qu'elle sorte à un moment. Alors, il y a des agriculteurs, eux, qui ont un autre argument. Cette loi, c'est une nécessité, selon eux, pour leur rentabilité. Qu'est-ce que vous leur répondez ? J'en ai rien à péter de leur rentabilité. Et puis, je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi. La rentabilité de l'agriculture par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité, de notre santé, c'est pas de la rentabilité en fait, c'est de l'argent sale. Le député Génération Benjamin Lucas, tout aussi remonté après le vote, fustige une loi d'empoisonneur qui diffuse le cancer. Ce qui s'est passé hier est dégueulasse. Dégueulasse sur le fond, on parle de l'extinction de la biodiversité, on parle de notre santé, celle de nos enfants, on parle de substances qui vont rentrer jusque dans le cerveau des nourrissons. C'est ça qui s'est passé hier, c'est un permis d'empoisonner. C'est pas une loi pour les agriculteurs, c'est une loi d'empoisonneur, une loi directement dictée
par le lobby agrochimique, par la FNSEA. Il y a une forme d'entrisme de ce lobby-là au plus haut sommet de l'État. Ça, c'est dégueulasse. Et puis c'est dégueulasse sur la méthode. Il a été utilisé une motion de rejet, que tout le monde nous comprenne bien, qui est normalement un instrument pour l'opposition pour rejeter un texte. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'elle est utilisée par le rapporteur du texte lui-même, soutenu par le gouvernement. Pourquoi ? Pour éviter le débat. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que la société se mobilise pour refuser cette diffusion massive du cancer, des pesticides, pour que la société demande des comptes à ceux qui aujourd'hui font des choix en dépit de la science, en dépit de l'intérêt général. Aurélie Trouvé, députée LFI et ingénieure agronome de formation, dénonce une régression environnementale dans l'hémicycle. Pour elle, la loi du plomb ouvre la voie à un nouveau chlordécone en Hexagone. Je vais finir à titre personnel parce qu'il se trouve que j'étais scientifique pendant 20 ans à l'INRA, puis à l'Agro de Paris. Et oui, je vais vous dire, chers collègues, et j'ai pas de mal à le dire parce qu'il se trouve qu'il y a 21 sociétés savantes médicales qui disent la même chose, que le conseil scientifique du CNRS dit la même chose, que j'ai eu beaucoup de collègues de l'INRA qui m'ont contacté, à commencer par Monsieur Huyghe, directeur scientifique adjoint de l'INRA, qui dit que c'est le nouveau chlordécone, l'acétamipride, le nouveau chlordécone de l'Hexagone. Et donc, je peux vous dire que je m'associe tellement à mes collègues scientifiques pour dire que oui, cette loi est une régression environnementale. Tous les travaux qu'on a menés pour montrer que nous pouvons être à la fois performants pour la productivité agricole, performants pour la santé publique et pour l'environnement, tous ces travaux que nous avons menés, rendez-vous compte à quel point ils sont enterrés aujourd'hui par une telle loi. Depuis l'adoption de la loi Duplon, la colère ne retombe pas, ni chez les élus d'opposition, on vient de le voir, ni chez les citoyens, malgré la torpeur estivale. Il a suffi d'une pétition écrite par une étudiante de 23 ans pour cristalliser l'indignation et en faire un levier de contestation. Mais dans les faits, aussi massive soit-elle, cette mobilisation reste avant tout symbolique. La pétition ne contraint personne et le pouvoir continue d'avancer comme si de rien n'était. Il n'y a qu'à écouter la présidente de l'Assemblée nationale, la macroniste Yaël Braun-Pivet, pour comprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut entendre ce que nous disent les Français. Il y aura un débat à l'Assemblée autour de cette pétition, mais ce débat ne remettra pas en cause, ne peut pas remettre en cause le texte qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, ce qu'elle nous dit, c'est l'équivalent poli de « on a vu et on s'en fiche ». La démocratie, c'est formidable, surtout qu'elle ne contraint à rien. L'avis du peuple, bon, il compte uniquement quand il s'agit de glisser un petit papier dans l'urne. Le reste du temps, c'est silence radio. On écoute pour la forme, mais on agit comme si de rien n'était. Pour Yaël Braun-Pivet, le débat peut avoir lieu, mais c'est désormais au Conseil constitutionnel de statuer. Au lendemain du vote, les députés de gauche ont déposé un recours, espérant obtenir la censure pour vice de procédure, ce qui pourrait empêcher la promulgation de la loi. Plus rien à espérer du côté parlementaire donc, si ce n'est une séance de bavardage sans conséquence. Seul enjeu, le rapport de force que la mobilisation citoyenne entraîne. Quand on écoute le sénateur Duplon, à l'origine de la loi donc, on comprend vite que la pétition pourrait jouer un rôle sur la décision du Conseil constitutionnel. Ce débat sera fait à l'Assemblée nationale, mais en aucun cas, il ne reviendra sur la loi. Maintenant, vous le savez dans ce aussi, débat à l'Assemblée nationale. Ce système de pétition, il est fait aussi pour mettre de la pression au Conseil constitutionnel et pour espérer que le Conseil constitutionnel ne valide pas la loi. L'extrême droite, fervent soutien de la loi Duplon, s'en prend aussi vigoureusement à la mobilisation citoyenne. Pour Julien Audoul, le député et porte-parole du RN, cette pétition, c'est un grand complot de l'extrême gauche. Alors vous noterez que c'est souvent le cas quand quelque chose les contrarie. On écoute. Cette pétition est une désinformation totale orchestrée par l'extrême gauche qui est hostile à nos agriculteurs, il faut bien le dire. L'extrême gauche, attendez, il y a des chercheurs, des scientifiques, des juristes, il n'y a pas seulement des militants politiques. Oui, bien sûr, mais je veux dire, aujourd'hui, cette pétition, elle est orchestrée, elle est savamment instrumentalisée par les réseaux d'extrême gauche, LFI et Verts principalement, qui veulent s'en prendre à nos agriculteurs, qui considèrent que la concurrence déloyale qui les frappe est insignifiante, qui considèrent comme Mme Rousseau qu'on n'en a rien à péter de leur rentabilité. Aujourd'hui, je tiens à dire que cette proposition de loi, qu'on appelle loi Duplon,
qui est en fait une loi visant à lever les contraintes pour le métier d'agriculteur, à lutter contre la concurrence déloyale dont souffrent nos agriculteurs, et notamment avec la réintroduction d'un produit, l'acétamipride, qui n'est pas cancérigène, contrairement à ce qui est dit, qui est utilisé dans tous les pays de l'Union européenne qui est extrêmement rigoureuse. Jusqu'à 2033. Ouais, dans tous les pays de l'Union européenne, qui est 3800 fois moins dangereuse que d'autres pesticides qui sont en vigueur en France, il faut bien le dire, il faut le rappeler, et surtout qui aujourd'hui plombe nos agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence déloyale, parce que la productivité s'est effondrée dans notre pays et qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied avec des surtranspositions de normes qui ne sont pas agréées dans les pays de l'Union européenne, de produits que l'on fait venir chez nous. Donc, mais Julien, il faut savoir ce qu'on fait. Pour un parti qui jure à qui veut bien l'entendre qu'il consultera les citoyens une fois au pouvoir, qu'il mènera à une révolution référendaire, on voit ce que ça donne quand la consultation ne va pas dans leur sens. Reste une dernière carte qui est dans les mains d'Emmanuel Macron en personne, car même une fois votée, une loi peut être renvoyée en délibération. Le président de la République a le pouvoir de demander une seconde lecture au Parlement. Autrement dit, il pourrait relancer le processus législatif. Et là, un vrai débat parlementaire pourrait enfin avoir lieu, à condition bien sûr que le grand patron prête pour une fois une oreille attentive aux citoyens de ce pays. Mais rien n'est moins sûr. Après 8 années, on sait Jupiter plus prompt à donner des leçons qu'à en recevoir. Et après, si rien n'y fait, ni la pétition, ni le débat, ni le Conseil constitutionnel, ni même Macron, quel moyen d'action reste-t-il ? Sandrine Rousseau a une piste de réponse, on l'écoute. Moi, je vous dis, c'est le début d'une lutte qui ne fait que commencer et le camp du NFP, la partie du NFP de l'hémicycle, du nouveau Front populaire, ne lâchera pas ce combat. Ne lâchera pas l'abrogation de la loi du plomb. Donc ça veut dire que lors des prochaines niches parlementaires, nous aurons comme texte, très probablement, chaque groupe du nouveau Front populaire aura comme texte c'est ce que vous abrogation dites que les de la loi du plomb. Mais d'ici là, mais je vous dis, on mènera la bataille contre ce texte parce que ça n'est pas possible. Pour la députée écologiste, la bataille est loin d'être terminée. L'abrogation de la loi du plomb fera son retour l'année prochaine dans les niches parlementaires des groupes du nouveau Front populaire. Elle rejoindra donc la réforme des retraites sur le banc des lois honnies par le peuple et imposées par le pouvoir, celles qu'on veut absolument voir disparaître à gauche, mais comme souvent, sans réel espoir d'aboutir. L'histoire se répète inlassablement, des millions de citoyens s'indignent, signent, se mobilisent, des syndicats alertent, des ONG, des associations, des scientifiques, des professionnels de terrain multiplient les mises en garde, et malgré cette contestation massive, rien ne change, le pouvoir reste sourd, le peuple, lui, n'est toléré qu'à condition de rester silencieux. Ce constat soulève une question fondamentale. Quel rapport de force reste-t-il au peuple face à un pouvoir qui ne répond plus ? Le 17 novembre prochain, des appels à reformer un cortège de gilets jaunes commencent à circuler sur les réseaux sociaux. 7 ans après l'éruption de ce mouvement social spontané, la colère pourrait bien reprendre la rue. Et ce n'est pas un hasard, car si ce mouvement a été durement réprimé et que beaucoup en portent encore les stigmates visibles ou non, c'est aussi l'un des seuls moments où le pouvoir macroniste a réellement vacillé, où il a reculé même, où la peur a brièvement changé de camp. Et c'est bien là la preuve brutale, quand les canaux institutionnels sont bloqués, quand les débats sont empêchés, quand les pétitions même massives sont ignorées, il ne reste que ça, le rapport de force. Et si le peuple n'est pas en mesure d'en imposer un, il est condamné à subir, à se faire piétiner par un système qui ne répond qu'aux intérêts privés et qui broie tous ceux qui se mettent en travers de sa route. Quand la démocratie trahit ses promesses et tourne le dos à ses citoyens, le seul langage qui reste, le seul véritable pouvoir, c'est celui du soulèvement populaire. On poursuit avec le reste de l'actualité, avec le génocide à Gaza, où les évacuations vers le sud de l'enclave sont en cours. Les Palestiniens fuient la région de Der al-Balah après l'ordre d'évacuation d'Israël, qui serait en pourparlers pour les évacuer vers l'Indonésie, l'Éthiopie et la Libye, alors que les négociations pour un cessez-le-feu est au point mort. En parallèle, 93 personnes ont été tuées par l'armée israélienne en tentant de récupérer de l'aide humanitaire ce week-end dans la bande de Gaza, et 13 autres dans la nuit de dimanche à lundi, dont 5 d'une même famille.
La guerre en Ukraine pour finir, avec les bombardements russes qui ont frappé Kiev juste avant la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Des drones et des missiles russes sont tombés sur la capitale ukrainienne, Kiev, faisant au moins 1 mort et 7 blessés. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot se rendait justement sur place pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Les personnels de notre ambassade, comme tous les habitants de Kiev, ont dû de 3h à 5h du matin se rendre aux abris, mais des abris qui eux-mêmes ne sont plus tout à fait en sécurité puisque la station de métro qui se trouve derrière moi, qui sert d'abri à la population de Kiev, a été pris pour cible. Le ministre des Affaires étrangères en a profité pour défendre le dernier paquet de sanctions infligé ce jeudi à la Russie, alors que Poutine refuse vraisemblablement de nouvelles négociations de paix. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, les milliardaires financent la haine. Le média lance Riposte, une campagne de financement citoyenne pour riposter sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Alors parlez-en autour de vous et si vous le pouvez, rejoignez même la lutte sur campagne.lemediatv.fr et abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur le Média.